Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 357 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est un focus spécial sur les Boston Celtics. Et pour ça, évidemment, on est avec Azad du NBA Dreamcast Show, mais aussi auteur sur le Celtics blog de SB Nation. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles, bienvenue dans le Basket Lab. Alors, juste pour préciser rapidement d'où est-ce que ça sort, en fait, ce que vous allez entendre, ça faisait partie de l'hebdo à la base, l'hebdo qu'on a tous les lundis matins et l'hebdo qui va sortir demain matin lundi, mais comme on y passe pas mal de temps et que c'est un sujet qui en soi est assez intéressant, j'en ai fait un podcast publié le dimanche, un jour avant, et comme ça allège un peu en plus le podcast du lundi qui ne fera pas donc 2h30 comme d'habitude. Donc voici, je vous laisse avec Guillaume et Azad. Mais justement, on voulait un peu en profiter pour faire un point sur Boston. Alors, via 3 matchs qui se sont déroulés il y a pas longtemps, il y a le Boston-Atlanta qui a été perdu contre les Hawks, il y a le Boston Clippers de cette semaine qui a été gagné, je crois, en prolongation, mais bon, c'était pas une grosse équipe des Clippers du tout en face, donc ça a aussi montré peut-être quelques limites, tu vas nous dire. Et donc, contre les Lakers, en back-to-back, ok, mais défaite aussi contre les Lakers. On voulait un peu prendre le temps, je voulais prendre le temps de te questionner sur la forme un peu de Boston, qui va pas top en ce moment, qui je crois depuis un mois est à 50% de victoire ou un truc comme ça, j'ai vu passer la stat. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ces 3 matchs, ou plutôt, plus globalement de Boston, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, en fait, il y a un peu des problèmes, il y a des problèmes des deux côtés du terrain, mais je trouve que les plus gros problèmes viennent de l'attaque. Et en fait, tu vois, sur ces 3 matchs-là, donc Atlanta, Clippers et Lakers, c'est 3 matchs où du coup, ils ont une attaque qui est en dessous de la moyenne en termes d'offensive rating. Et à chaque fois, c'est un petit peu pour des différentes raisons. Contre les Lakers, par exemple, la nuit dernière, le gros problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont été incapables de se créer des bons tirs au cercle. Ils finissent à 39% de réussite au cercle. Mais c'est misérable. Je pense que c'est la pire réussite au cercle de la saison en NBA. Et parce qu'en fait, ils sont incapables d'utiliser leur spacing pour obtenir des drives. Et c'est surtout qu'ils s'efforcent à prendre des tirs compliqués sur du post-up, où en fait, la nuit dernière, contre les Lakers, ils ont spammé le post-up de Porzingis et de Jaylen Brown. Mais du coup, Redick avait décidé de pas envoyer 2 joueurs sur le post-up pour aider les mismatchs et de concéder ces tirs à 2 points contestés. Et du coup, bah, t'as une attaque qui est statique. Bah, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'en un sens, ils sont tombés un peu dans le piège des Lakers. Qui font le switch all et pour le coup moi j'ai trouvé sur ce match-là contre les Lakers qu'il y avait un aspect où ok, on nous donne ça, on va l'attaquer, mais c'est toujours le problème, quoi. C'est-à-dire qu'un post-up de Porzingis, c'est un tir par-dessus, quel que soit l'adversaire, grand ou petit, c'est un peu qui te double. D'ailleurs, tu vois, si on se souvient autant à ce point du match des finales où il a tout rentré, c'est que il le fait pas tout le temps de tout rentrer, et c'est quand même des tirs un peu moins rentables que, comme tu dis, un lay-up au panier, quoi, de juste tirer par-dessus face à un switch. Mais je trouve qu'il y a un peu ce truc-là où ils se sont fait un peu piéger là-dedans, quoi. Et finalement pas de développer le drive et tout. Et en un sens, tu vois, il y a même quelques séquences, j'ai trouvé de très bonnes factures des Lakers là-dessus, en termes de on-switch, mais derrière, j'ai une action en tête où LeBron vient en deuxième rideau faire un kick-out switch, donc tiens, va-t'en, Gabe Vincent, je prends ce mismatch avant qu'il soit exploité. Des séquences aussi où LeBron se fait des belles prises à 2 ou des choses comme ça, et ouais, en un sens, c'est aussi Boston, une équipe qui va pas tout le temps en panier, mais en plus, quand en face, ils sont face à un switch all, qu'ils essaient de le cibler, et qu'en plus, ça rentre pas tout le temps, bah t'as un peu le meilleur des deux mondes. Non, le pire des deux mondes, quoi, au final. Le pire des deux mondes, ouais. T'as le pire des deux mondes parce qu'en plus, tu crées pas d'espace parce que t'as pas des vraies prises à 2, donc t'as pas des vrais tirs qui sont ouverts pour du catch and shoot. Et donc, tu t'enfermes un peu là-dedans. L'attaque est hyper peu en mouvement, il y a peu de momentum. Et c'est surtout que c'est une attaque qui passe pas par Tatum. Et moi, c'est ça que je suis en train un petit peu de perdre énormément de patience. C'est quand tu vois à quel point le pick and roll de Tatum c'est efficace. Ouais. J'ai fait un mini thread dessus sur le match des Clippers où t'as genre 4 actions d'affilée où il l'utilise du coup sur du pick and roll, et en fait avec des step up screen de Cornet ou avec des Spain pick and roll, tu te rends compte que lui, entre sa menace au scoring, sa capacité de lecture, sa capacité de passe, de jouer face à du blitz, face à du drop, face à du switch, t'es là genre pourquoi on est en train de spammer du post-up pas efficace
de Jaylen Brown qui tient pas un ballon, qui a 95% de true shooting plus sur la saison, pourquoi on spamme ça alors qu'on a un mec à côté qui apporte beaucoup plus de variété, de mouvement et de création pour lui et pour les autres, et genre ça a pas de sens, et du coup il s'enferme dans des trucs qui sont pas bons. Et la nuit dernière, il a moins d'usage au scoring que Pritchard, Porzingis et Jaylen Brown sur le match. Au scoring ou en général, tu veux dire? Ou au scoring plus assist? Là, sur la nuit dernière, je parle juste du scoring. Okay. Et de toute façon, là où il est bien meilleur qu'avant, c'est en plus à la passe. Et du coup, c'est pas assez développé parce qu'il manque clairement de ballon. Et en fait, il devrait avoir des scores beaucoup plus héliocentrés que quand il est sur le terrain. Et du coup, moi, je trouve que l'attaque pêche beaucoup. Surtout que les shooters qui étaient en feu l'année dernière, les Derek White, les Jrue Holiday, sont redevenus un peu des joueurs normaux, ou en tout cas ils ont le coup de chaud il est un peu retombé. Ouais. Du coup t'es plus l'équipe intenable à 3 points. Du coup les équipes respectent moins les shooters, même Horford est beaucoup moins respecté que les années précédentes, et puis même Horford c'est plutôt un shooter de corner, donc en fait tu crées moins de spacing dans un corner que quand t'es à 45. Du coup le spacing est plutôt mauvais. Le carrosse est un peu redevenu citrouille à 3 points. Ouais. Alors, c'est pas pour les critiquer, au contraire, c'est juste qu'il y avait peut-être un peu Jean-Jean Holiday qui était à 45% je crois l'an dernier, qui est de nouveau à 35%, ce qui est plus proche de son vrai niveau grosso modo. Ouais. Alors Ford pareil, 2 saisons à 44 et là qui est à 36, plus proche de son vrai niveau, etc. Tout le monde a un peu baissé en efficacité, même Jaylen Brown, et limite c'est pas pour dire en surchauffe et c'était pas normal l'an dernier, c'est juste que cette année ça colle un peu plus avec leurs moyens en carrière d'à peu près tout le monde en fait. Bah oui, c'est ça, et du coup les problèmes de spacing ils commencent à se voir, et avec mes nouvelles compétences sur Python, je me suis amusé à calculer du coup tu vois la moyenne sur les rolling average sur 5 matchs de l'efficacité au cercle. Et Boston, ça commence à faire une dizaine de matchs qui sont en dessous de leur efficacité habituelle, qui est autour des 70% au cercle. Et là, sur les 5 derniers matchs, leur efficacité au cercle elle est à 66%. Donc, t'as un peu le spacing qui devient de moins en moins bon parce que du coup, t'as des moins bonnes opportunités au cercle. Et en même temps, ils sont en train de prendre de plus en plus de mid-range depuis le retour de Porzingis aussi. Et de moins en moins de 3 points. Donc, en plus, la boulimie de 3 points est un peu en train de passer. Donc, tu as une équipe qui devient un petit peu bancale et qui aussi peut se faire punir parce que elle manque parfois de très bons porteurs de balles. Et tu vois, contre les Clippers, ils font un super match au shoot. C'est-à-dire qu'ils sont à 40% à 3 points, ils sont à 70% au cercle en termes de réussite, mais ils perdent 18% de leur ballon et ils sont incapables de dominer au rebond offensif. Et du coup, là, tu perds la bataille des possessions alors que tu tires mieux que l'adversaire. Ouais. Et du coup, tu te retrouves à aller en prolongation contre une équipe qui est menée par Kevin Porter Jr., Amir Coffey et Derrick Jones Jr. Donc, ouais, et t'as 38 minutes de Kobe Brown. T'es là, genre, peut-être un peu problématique quand tu joues quasiment avec tous tes titulaires sauf Porzingis et que tu galères à ce point-là parce que en fait ce qu'a fait les Clippers c'est qu'ils ont été méga agressifs sur les stunts, sur des prises à deux, qu'ils ont joué le jeu de la transition, et en plus Boston s'est entêté à laisser Luke Cornett sur Derrick Jones Jr. qui du coup a fait son carrière high parce que du coup il pouvait attaquer bêtement les espaces et prendre des catch and shoot à 3 points. Mais ça on en a parlé de Joe Mazzulla, le roamer fou de vouloir à chaque fois mettre un gros, donc Luke Cornett ou Porzingis sur des petits. C'est avec toi qu'on en a parlé je crois, ou contre Casey, mais Luke Cornett sur Wiggins il se fait complètement griller la pilule, je crois qu'on avait dit comme expression ou un truc comme ça. C'est ce qu'on avait dit, mais oui, c'est un peu tartiner la beurette ou je suis un truc comme ça. Mais Porzingis aussi, je sais plus, mais il y a pas mal de matchs récents où à chaque fois, effectivement, on s'est dit, mais ok, il y a un peu ce jeu de on va mettre le gros sur un petit pour le faire roamer, le faire rôder autour du panier, mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a des fois ça marche pas, et pourtant on répète beaucoup cette stratégie quoi. Au final, je sais plus quel match récent j'ai vu, mais il y a des j'arrive plus à me souvenir, mais il y a des matchs comme ça où on se disait mais non, ça marche pas et on le fait trop quoi. Et comme tu dis, en fait tu peux aussi tomber sur le match, mais là tu nous dis Derrick Jones Jr. où
le mec il punit quoi. Le mec il met des 3 points, alors il drive au panier. Le cas de Aaron Wiggins aussi il y a 2 semaines là contre OKC, Wiggins, moi je veux bien qu'on mette Luke Cornet sur Wiggins, mais Wiggins c'est pas un non-shooter en plus, tu vois. C'est non seulement il mettait des shoots, mais en plus il a du dribble, il pouvait aller au panier. Ouais. Donc tu vois, ça aussi c'est l'aspect où je me dis, est-ce qu'on n'abuse pas parfois un peu de cet aspect de vouloir avoir un safety, un roamer, c'est-à-dire un pivot qui est mis sur un plus petit pour rôder autour du panier quoi. C'est au final les équipes sont prêtes maintenant, elles savent que ça va venir et elles s'ajustent quoi. Bah ouais, tu vois, et la nuit dernière, du coup, c'est Porzingis qui joue en safety et qui ignore Hachimura à 3 points. Ouais. Mais du coup, Hachimura, il n'hésite pas à les prendre ou à driver quand il a de l'espace. Et les moments où du coup, Porzingis défend plutôt sur Davis, t'as du pick and roll et du coup, les Lakers, ils attaquent le drop, quoi. C'est Donc, ça. Ouais. en fait, c'est aussi, tu fais ça parce que t'as aussi une certaine dose de rigidité. Et en fait, ta flexibilité défensive, elle venait beaucoup de la capacité de switch hold de Al Horford, Ouais. qui a genre 40 ans, 39. Et du coup, Al Horford, la fréquence au cercle, la réussite au cercle des adversaires quand elle est sur le terrain, elle explose complètement. Parce que du coup, il est plus du tout capable de tenir les switch hold. Et en plus, il lui demande même plus de switcher. C'est ça, ouais. Il lui demande de faire du drop. Et le drop d'Al Horford, c'est pas terrible du tout. Ce que j'allais dire, c'est que tu vois, les Lakers, toute cette saison, mais les Lakers, on l'a vu, on a fait faire du drop. Et donc, on a retrouvé un peu, justement, on en parlait, mais on a retrouvé le Austin Reeves qui fait ses empty action, quoi, qui fait des jeux à 2 sur tout un quart de terrain et qui va cibler le drop de Al Horford. Et ça a plutôt bien marché, mais effectivement, il y a. Je sais pas, défensivement, c'est un peu. Je me demande à quel point est-ce qu'on pousse pas un peu le curseur un peu trop loin au niveau de ce genre de jeu de match-up. Non, oui, c'est ça. Parfois, on pousse un peu trop loin la caricature de l'équipe, en fait. Là, genre, je comprends qu'il y a des principes qui soient forts, mais de manquer de flexibilité, c'est en train de leur revenir un petit peu dans la tronche, quoi. Parce que du coup, les équipes, elles l'ont vu un peu le blueprint d'un match des Celtics, quoi. Il n'y a plus vraiment d'effet de surprise, c'est plus vraiment déstabilisant, quoi. Oui, et puis, comme dit, c'est aussi alors, la bonne surprise Cornet, on est d'accord. Mais le secteur intérieur est peut-être le point central de cette équipe, au final. De interrogation au Porzingis et à sa santé. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais comme tu le décris, il y a des compromis tactiques. Al Horford, qui était celui qui était censé un peu régler ce compromis tactique, il n'y a plus trop le niveau. Donc voilà, Tillman ne joue pas trop non plus, mais c'est pas lui qui est genre la solution parfaite non plus. Non. Donc ouais, c'est toujours à surveiller un peu ce. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Brad Stevens nous sorte un peu un coup de son chapeau à la trade deadline. Moi, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas cette année parce que il a quand même genre prolongé tout le monde. Et il y avait j'avais l'impression l'esprit de genre vouloir repartir avec le même groupe, quitte à trop payer et à vraiment rallonger les contrats de tout le monde. Et je me demande en fait, je pense que Boston aurait besoin d'un gros coup de mou. J'ai l'impression qu'ils sont pas assez mauvais pour l'instant pour que c'est pas assez Stevens, la crise, tu veux dire. Oui, c'est pas assez la crise. Et en plus, c'est sur des trucs où, tu vois, la défense, on en parle comme un truc qui est problématique, mais pour l'instant, quand tu regardes les ratings, ça tient encore un peu. Oui, bien sûr. Et du coup, les problèmes viennent plus de l'attaque, mais du coup, c'est lié à un manque de réussite à 3 points et à un manque de spacing, mais qui est peut-être juste passager. Mais bon, d'un autre côté, tu as des vrais problèmes d'exécution. Hier, il y a des passages défensifs. Franchement, la défense de Jaylen Brown, c'est misérable cette saison. C'est catastrophe. Quand je pense qu'il y a des mecs qui voulaient l'envoyer au All-NBA, All-N Defensive Team, ça me fout en rogne. Mais la nuit dernière, il y a des passages où il comprend même pas que Boston est en train de défendre en zone. Ça veut dire que lui, il est en individuel, mais du coup, il suit les mecs sur les cuts. Du coup, il vide totalement la zone qu'il est censé défendre et ça ouvre des tirs à 3 points. Et t'es là, mais pas possible. Fait 9 ans que t'as été drafté une défense de zone, ça s'appelle une défense de zone parce que tu défends une zone du terrain, en fait. Et il y a des trucs comme ça sur cut, il se fait bouffer et je pense qu'il joue blessé parce que même en défense individuelle contre les Clippers, il a du mal à rester devant Amir Coffey et Kevin Porter Jr. Donc, j'ai l'impression que cette équipe joue fatiguée. Et je sais pas si c'est psychologiquement, mentalement ou physiquement, mais que ce soit, il y a Jrue Holiday qui a été blessé, il y a Porzingis qui revient de blessure, il y a Al Horford qui a 45 ans, Jaylen Brown qui a eu des blessures aussi. Et j'ai l'impression que ouais, c'est un peu la version. L'année dernière, on a eu la version parfaite de ce que l'équipe pouvait être. J'ai l'impression que cette année, on a un petit peu le revers de la médaille du côté de Boston, quoi. Ouais, j'essaie de regarder qu'est-ce qui pourrait être disponible pour pas cher, mais je vois pas grand monde. Hein. Ou alors Daniel, je fais une fleur, il vous envoie Walker Kessler. Après, ça résout pas non plus tous les problèmes. Mais oui, c'est un peu cet aspect où Boston
aime bien défendre en switch all, ça on le sait. Mais concrètement, aujourd'hui, tu défends en switch all avec un big qui peut plus trop switcher, ça c'est Porzingis, et un autre qui a jamais trop su le faire, et un autre qui peut plus trop switcher, c'est aussi à leur faute, quoi. Donc ça apporte des problèmes. Et qui est-ce que t'as trouvé? T'as Nemaskita qui effectivement rentre dans ce rôle-là, qui peut le faire, hein, de switcher, mais bon voilà, c'est une bonne surprise Kita, mais pas plus. Et Luke Cornett qui est un peu le troisième big de la rotation derrière Porzingis et Horford, qui lui non plus peut pas trop switcher. Donc on est obligé un peu de faire ce côté jeu des match-up, on te met sur un petit, mais les équipes sont prêtes et punies. Donc oui, mais après on dit des critiques, hein, actuellement, on est d'accord que c'est relatif à des attentes et des standards d'équipe d'élite, hein. On parle d'un candidat au titre, hein, évidemment. On dit pas qu'ils sont 28e en defensive rating, évidemment. Mais oui, tu vois, là, pareil, hein, les Lakers qui ont cette capacité à faire soit post-up, soit pick and roll, bah, j'ai trouvé qu'hier contre Boston, ça attaquait en post-up et ça marchait bien, quoi. Je crois que c'est première ou deuxième action du match où on envoie LeBron en post-up sur je sais plus qui. Il y a Jrue Holiday qui l'abandonne pour venir aider, et en fait on est prêt, on envoie la passe dans le corner opposé parce qu'on sait qu'il y aura telle aide et tout, et en fait ouais, il y a cet aspect, on arrive à finalement cibler, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Et ils le font avec Davis aussi. Les Lakers, tu vois, ils l'ont utilisé comme porteur de balle pour obtenir des mismatchs sur un pick and roll. Et en fait, le pick and roll, c'est pas vraiment un pick and roll, c'est un pick and post-up. En gros, une fois qu'il a obtenu le switch, Davis, il se met au post-up, ça attire un deuxième défenseur, il est prêt, il envoie la passe, c'est réglé, quoi. Ouais. Donc, d'où le fait que Boston a voulu passer en zone, mais vu qu'il y a des mecs qui comprennent pas ce que c'est une défense de zone, ça marche pas non plus. Ouais. Et du coup, bah oui, ils se sont fait ouvrir. Et après, bon, bah il y a aussi un peu une surchauffe à 3 points du côté des Lakers, mais bon, quand t'es pas capable de suivre les mecs sur cut et que t'es pas capable de rester dans ta zone en défense de zone, c'est aussi bien fait pour toi de te faire punir, quoi. Bon, après, effectivement, on parle d'une équipe qui est pas trop en forme de base, en tout cas pas comparé aux attentes de meilleure équipe de NBA ou pas loin, qui était en back-to-back. Donc bon, on va pas trop, c'est pas pour tirer des plans sur la comète à partir d'un match, mais effectivement ils se sont fait bien. On a vu quelques problèmes contre les Lakers apparaître. C'est pour ça, j'allais l'enchaîner, mais juste avant ça, avant que tu nous racontes un peu les autres matchs, je te rejoins sur l'aspect de Tatum, le pick and roll. Et je crois qu'on avait parlé déjà ensemble, mais c'est un peu la frustration qu'on avait eue sur le gros choc contre OKC, où ça marchait bien. Ça avait fini par bien marcher en deuxième mi-temps contre le Edge de Hartenstein, et finalement on a un peu arrêté, on sait pas trop pourquoi. Et j'ai un match en tête, mais je sais plus trop lequel récemment, c'est peut-être contre les Wolves, où justement, en fait, on fait beaucoup de pick and roll Tatum avec Porzingis, un peu le pick and roll classique, on l'a fait plus que d'habitude et ça marchait, quoi. Donc effectivement, je te rejoins un peu sur cette frustration qu'on a déjà évoquée, donc pardon pour les répétitions, pour nos auditeurs fidèles, mais il y a cet aspect où parfois on aimerait bien qu'ils prennent un peu plus un rôle plus héliocentrique, sans l'être totalement, mais des fois, vu que c'est ça qui marche, il peut le faire, quoi. Alors que là, c'est vrai que là, en l'occurrence, le match contre les Lakers, ok, on attaque en post-up parce qu'il y a le mismatch, mais sauf que si ça marche pas et qu'on met pas les tirs, il y a pas de synergie qui est créée, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des four factors, stats, ils ont pas mis leurs tirs, ça ok, mais ils ont pas pris de rebond non plus, ils ont pas provoqué de lancer franc, mais parce que voilà, il y a pas de lancer franc provoqué quand tu vas pas au panier sur des drives. Et je te confirme, t'en parlais tout à l'heure, 32% d'efficacité au panier sur ce match-là. 32 sur Cleaning the Glass quand on enlève le garbage time. Donc 32. Ça a été mis à jour du coup. Et donc c'est 0e centile. Donc effectivement, c'est 0e centile, mieux que 0% des matchs NBA cette saison. Donc c'est la pire perte de la saison. Ce à quoi on rajoute donc très très peu de lancers francs, 15e centile. Donc ça n'aide pas non plus. Et 31% d'efficacité à 3 points. Voilà, effectivement, on peut pas gagner un match quand il y a aucun tir qui rentre, c'est un peu l'idée. Mais alors le match d'il y a quelques jours aussi contre les Hawks, quelle était un peu l'histoire de ce match-là alors? Bah un peu pareil, hein, tu rentres pas, tu prends beaucoup de tirs à 3 points et tu les rentres pas. Ouais. On a un magnifique 0 sur 7 de Sam Hauser au tir. En fait, il y a que Pritchard qui reste un petit peu efficace et du coup qui commence à jouer de plus en plus de minutes, Pritchard, et qui prend un peu les minutes de Jrue Holiday ou de Derek White selon qui a un problème offensivement. Du coup, ça a créé des gros problèmes défensifs parce que Pritchard, c'est quand même une cible. Et de l'autre côté, t'as un énorme aussi usage de la part encore une fois, de Jaylen Brown, qui a beaucoup plus de responsabilités offensives que Tatum sur le match, et qui a genre 9 sur 27 au tir, qui provoque que 5 lancers francs, et du coup, t'as une attaque qui est encore en train de patiner, avec un effectif field goal qui est à 45%. Du coup, voilà, t'as clairement aucune efficacité au cercle, aucune efficacité au tir tout court, et
Et en plus de ça, défensivement, ils ont encore eu beaucoup de mal face à Dyson Daniels. En fait, ils se font encore énormément avoir sur les mouvements. Ils ont beaucoup de mal à défendre le pick and roll. La défense de pick and roll, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les matchs précédents, mais c'est un truc qui est vraiment problématique, je trouve, parce ils savent pas faire, ou alors ils le font mal, les aides sur le côté faible, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que les équipes ciblent de plus en plus aussi les manques de concentration de Jrue Holiday ou de Jaylen Brown sur ces aides-là, et du coup, les équipes en profitent beaucoup. Et Onyeka Okongwu fait un super match, du coup, dans ce rôle-là, et Boston a du mal à gérer tout ça. Donc bon, c'est encore un match qui, je crois, finit en prolongation, parce que du coup, offensivement, ils font encore un match qui est terrible, parce que ils rentrent pas leurs tirs, quoi. Et en fait, c'est un peu l'histoire de si tu rentres pas tes tirs à Boston, du coup, ton match est absolument perdu. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs où ils rentrent pas leurs tirs. Ouais. Alors après, à quel point est-ce qu'il faut paniquer ou pas, à quel point ces gens, tu vois, par exemple, c'est juste une mauvaise période où les tirs rentrent pas, quoi, mais sans que ce soit un truc grave ou quoi, mais c'est d'un point de vue statistique, il y a des fluctuations aléatoires parfois, et qu'il y a des fois t'enchaînes des matchs où tu mets beaucoup de tirs, et des fois t'en mets moins, mais que finalement il n'y a pas trop à s'inquiéter. Tu vois, je regarde un peu les stats à 3 points depuis depuis le début du mois de janvier. Effectivement, ils enchaînent des perfs à 19%, allez, 20% à 3 points contre OKC, 34, 27, 30, 34, un peu mieux. Une pointe à 47 contre Orlando, mais ok. Après, on a aussi du 28 contre Atlanta et 30 là contre les Lakers. Donc, il y a quand même pas mal actuellement de perfs où ça shoot mal à 3 points. Au final, est-ce que c'est pas juste un aspect de c'est la même équipe que d'habitude et il n'y a pas forcément à paniquer, parce que c'est juste que voilà, c'est une période de la saison où les tirs rentrent point, sans forcément qu'il y ait de grandes raisons, de grandes explications, parce que c'est juste que ça marche comme ça aussi, parfois le shoot assez aléatoire, quoi. Ouais, après, je trouve que les performances individuelles, quand même, sont moins bonnes aussi que de la part de Jrue Holiday et de la part de Jaylen Brown. Franchement, la saison de Jaylen Brown, elle est terrible. Offensivement et défensivement. T'en avais pas parlé encore, mais vas-y. Non, mais j'arrête après. Mais tu vois, sur les mecs qui ont joué au moins 500 minutes pour avoir un échantillon assez grand et qui ont un usage autour des 29% ou au-dessus, le seul mec qui est moins efficace que Jaylen Brown, c'est Dejounte Murray. Donc, c'est-à-dire que les RJ Barrett de ce monde, ils sont plus efficaces que Jaylen Brown sur cette saison, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça cloche chez lui derrière? C'est juste le fait qu'il met pas ses 3 points cette année, ou même au niveau des 2 points? 3 points et il a un gros volume dessus. Il a perdu en réussite au cercle. En fait, le seul truc qui le maintient un petit peu, c'est le fait de provoquer un peu plus de fautes qu'avant et d'avoir développé un peu ce jeu au niveau du post-up. Mais sinon, l'efficacité sur les jump shots, elle a explosé. Il est passé de 46% à 34% sur les longs mid-distance et de 36% à 33% sur les 3 points. Donc, ouais, c'est un peu la chute. Et du coup, l'efficacité qui a jamais été au-dessus de la moyenne, là, elle est juste bien en dessous, quoi. Alors que c'est un des mecs qui a le plus de responsabilités en attaque de la ligue. Ouais, après le bon point de sa saison, c'est le passing, hein, mine de rien. Au niveau du passing, on voit des flashs toujours assez impressionnants. Mais oui, mais je sais pas trop comment traiter ça et comment en parler, parce que en même temps, je te dis, pour moi, il y a un aspect aussi de c'est juste qu'il y a des tirs qui sont moins mis que d'habitude. De l'autre côté, il y a aussi la vision en même temps, c'est le principe de cette équipe. Et que ça se repose beaucoup sur le shot-making, et donc oui, ça peut arriver parfois d'avoir un trou d'air, mais en même temps, ce style de jeu-là est fait de manière aussi à ce c'est pas qu'il n'y a pas un plan B, mais en gros, quand tu prends autant de 3 points et que t'as peu de drive, tu dépends de ça, et donc il y a aussi cet aspect de presque il n'y a pas de plan B en fait, en un sens. J'exagère, je caricature un peu, mais ouais, je sais pas trop comment parler de tout ça au final. Est-ce que c'est juste efficacité qui est pas là? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres mots un peu plus importants? Je saurais pas dire. Je saurais pas dire pour le coup. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce qu'on pense du match de milieu de semaine, au milieu de tout ça, où ils ont botté les fesses des Warriors? Qu'est-ce qu'on fait de ça, par exemple? Je l'ai pas regardé, mais c'est quoi? Ils ont eu un gros coup de chaud offensif à 3 points, je suppose. Je vois qu'il y a 50% de 3 points, ouais, donc ça change. Oui, ouais, 50% de 3 points pris, 42% de réussite, 93% de réussite au cercle, donc ça veut dire que la défense des Warriors, elle a juste implosé.
Oui, bah forcément, quand tu joues contre Stephen Curry et les Looney Tunes, il n'y a pas de Raymond Green. T'as un mec qui s'appelle Guy Santos qui a joué 18 minutes apparemment, je sais absolument pas qui c'est. Tu Enfin, sais pas qui c'est? C'est une non, je sais coqueluche pas de qui la c'est. draft depuis quelques années, notamment de Alberto d'Envergure, qui en parlait beaucoup, de Guy Santos. Mais non, mais effectivement. Non, mais je pense que ça illustre assez bien ce qu'on dit justement c'est la même équipe de Boston et que en fait, si les tirs rentrent, c'est pas pareil quoi. Mais le profil de tir est le même. C'est juste qu'il y a un match où tu mets tous tes 3 points et en plus tu mets les tirs au panier. Et il y a d'autres matchs où ça rentre pas quoi. Mais c'est peut-être ce qu'on dit, c'est peut-être aussi qu'il y aurait des moyens de ne pas tomber dans ce manichéisme en fait. Je trouve dans cette fatalité de shot making ou pas shot making, notamment les fameux pick and roll de Tatum quoi au final. C'est ça, mais même les drives, tu vois, genre il y a tellement de choses que tu peux faire autour de Tatum, que ce soit du post-up, du pick and roll, du drive, des jeux à deux avec. En fait, tu peux même l'utiliser comme poseur d'écran sur des pick and roll ou des pick and pop avec Derek White. Derek White quand il menace un peu de drive et de pull-up. Je veux dire, il y a tellement de moyens de tourner ton attaque autour de Tatum qu'il faut juste genre bazarder Jaylen Brown, je sais pas où, ou alors arrêter de les faire jouer autant en même temps, parce que du coup, il y a aucune synergie entre les deux en plus. C'est ça qui est terrible, je pense. Je pense que le truc qui m'énerve le plus et qui m'énervera toujours autant, c'est qu'il y a aucune synergie entre ces deux joueurs qui sont à 30% d'usage. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir l'un ou l'autre sur le terrain, ils s'apportent rien du tout. Ils savent pas jouer ensemble. Ça fait genre 6 ou 7 ans qu'ils jouent ensemble, ils savent pas jouer ensemble. Et bon, bref, ça me saoule. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, moi, j'ai aucun souvenir du pick and roll entre Tatum et Brown. Parce que ça n'a jamais existé. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que pourtant, l'équipe de Boston, elle fonctionne là-dessus, sur cet aspect, les pick and roll entre petits. On voit beaucoup des Tatum avec Derek White, Tatum avec Jrue Holiday, ou pareil, dans n'importe quel sens, mais c'est vrai que Tatum et Brown ensemble, j'ai aucun souvenir en tête de tiens, c'est vrai qu'il y a ce match-là où ils ont utilisé ce jeu à deux, quoi. Bah ouais, mais du coup, t'as pas de synergie entre deux joueurs à 30% d'usage, avec un qui tire l'équipe vers le haut et un autre qui tire l'équipe vers le bas. Donc il y a une semaine, non même pas une semaine, en 3 jours, ils ont fait 32% d'efficacité au panier, 0 IM sans tilt. Et 2 jours avant, ou 3 jours avant, ils ont fait contre les Warriors, donc combien t'as dit? 93% d'efficacité au panier, 99e sans tilt. Voilà. Que penser de ça? Eh bien, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est ça. Non, après, je pense qu'ils vont rester comme ça. Hein. Je pense pas qu'il va y avoir un énorme trade ou quoi que ce soit. Mais si jamais ils trade pour Butler, j'ai 2-3 mecs à qui envoyer des messages dans les commentaires. Non, alors justement, j'allais dire, je suis pas sûr que le premier fusible ce soit Jaylen Brown. Est-ce que Jrue Holiday, qui a encore 30 millions l'année pendant 4 ans, je crois, 3 ans et demi du coup. Ouais, ça, ouais. Est-ce qu'on serait surpris si, enfin oui, on serait surpris, mais est-ce que, je sais pas, moi je m'imagine bien un move un peu qui sort de nulle part, soit maintenant, soit l'été prochain, parce qu'il est quand même un peu vieux. La défense est toujours aussi géniale, mais l'attaque, il vieillit quoi. Mais tu vois, est-ce qu'on n'utiliserait pas le contrat de Jrue Holiday pour aller chercher des trucs ou même un truc moins cher, ou alors plusieurs petits contrats quoi. Je pense que c'est une possibilité. Et de l'autre côté, oui, je voulais aussi te poser la question, j'y pense. Peyton Pritchard, j'ai vu aussi que 2-3 mecs de Boston commençaient à dire oui, alors il fait une grande saison et tout, mais c'est vrai que dernièrement, il y a un peu plus en mode le score à micro-ondes qu'on n'aimait pas, quoi. Genre le mec beaucoup d'ISO et tout, un peu moins merveilleux qu'en début de saison. Est-ce que c'est vrai? Tu as ressenti ça ou pas forcément? Bah moi, il y a un truc que j'aime bien dans ces derniers temps avec Pritchard, c'est qu'il y a plus de drive et de passe. Donc ça dépend des types d'ISO. Il y a des ISO un peu plus problématiques, mais il y a des ISO aussi qui sont bonnes et je le trouve pas mal sur le drive. Et même, tu vois, il est assez petit et robuste, donc il y a des situations même où il fait du post-up sur d'autres meneurs de jeu où il arrive un petit peu à s'ouvrir l'accès au cercle. Donc moi, j'étais pas trop dérangé par ça, mais c'est juste que du coup, il joue de plus en plus de minutes et en jouant de plus en plus de minutes, ce qui est évident, c'est que il peut pas défendre quoi. Et du coup, 30 minutes de Pritchard sur le terrain, ça fait 30 minutes avec une méga cible et on se moque souvent d'Austin Reeves, mais Pritchard, il est encore plus petit. Hein. Oui, effectivement. Oui, et puis c'est très sympathique en tant que bonus, mais si tous les autres sont mauvais et que lui doit monter dans la hiérarchie, voilà, c'est très sympathique pour un 6e homme, évidemment, mais s'il doit devenir ton 3e, c'est pas pareil, quoi. Au final. Tu m'attendais que tu me parles de Jaden Springer, qu'est-ce qui se passe? Tu le gardes pour la fin?
Oui, j'allais le faire, mais effectivement, non, mais moi je l'adore. Hein, ça fait X années que je dis que c'est le nouveau Kyle Lowry. Mais défensivement, voilà, si vous n'avez pas de souvenir de Kyle Lowry, ça ressemble à ça, quoi, grosso modo, défensivement. C'est-à-dire un mec assez génial, playmaking défensif. En plus, c'est quoi? Il fait 4 interceptions là en quelques minutes contre les Clippers. Bon, ça a été marquant. Après, non, je voulais pas trop en parler parce que est-ce que vraiment c'est une solution, Springer? C'est quand même un mec qui offensivement est pas viable du tout, on est d'accord? Oui, il est pas viable du tout. Et d'ailleurs, le truc qui est marrant, c'est que il met 2 tirs dans les corners importants contre les Clippers qui leur font gagner le match à Boston. Mais c'est parce qu'en fait, les Clippers décident de le laisser ouvert. C'est pas en mode, ils ont designé un système pour qu'il soit ouvert dans les corners. C'est juste que Mo Bamba, il défendait sur Springer et du coup, en défense, il était dans la peinture ou pareil pour Kobe Bryant. Et c'est surtout que il en met 2 d'affilée dans le corner et celui d'avant, il prend un tir dans le corner qui est ouvert et il touche même pas l'arceau. Donc, t'es là genre, oui, bon, là, la pièce, elle est tombée 2 fois du bon côté, mais c'est pas un joueur qui est viable offensivement du tout. Oui, disons que, enfin, moi, je l'aime beaucoup et tant mieux s'il a des minutes et qu'il est bon. Oui. Après, c'est une sortie, comme tu disais, c'est les Clippers de Terrence Mann, Amir Coffey, Derrick Jones, Kevin Porter et Kobe Bryant, quoi, pour le coup. Exactement. Et Bones Island, même qu'à jouer. Pour dire à quel point c'est une équipe des Clippers qui était mauvaise, quoi. Mais, non, je voulais juste rappeler aussi un peu concrétiser cette mauvaise passe. Donc, on va prendre depuis le 15 décembre, depuis mi-décembre. Le Boston a perdu contre Chicago. Pas top. Contre Orlando à l'époque où il y avait personne, si je dis pas de bêtises. Contre les Sixers, je vais vérifier. Oui, c'est à Noël, mais il n'y avait pas Embiid. Hein. Non, si, il y avait Embiid à Noël. Ah, il y avait Embiid, ok. Il y avait Embiid. Il y avait Embiid à Noël. Ils ont perdu contre les Pacers, ils ont perdu contre OKC. Bon, celui-là, c'était un grand match, ok. Ils ont perdu contre Sacramento. À Boston d'ailleurs, ils ont perdu contre les Raptors là, il y a 10 jours. Le match des Raptors, c'est défensivement, c'est abyssal. Ils se font fumer. En fait, après, les Raptors sont très bien coachés. Ils étaient vraiment préparés à disséquer la défense de Boston avec des staggers et du end-off et Olynyk et Poeltl en tant que hub offensif avec des enchaînements de screen off-ball. Et Boston, c'était catastrophique défensivement. Oui, c'est peut-être un match qui a beaucoup marqué ça, cette défaite aux Raptors, qui a été assez étonnante pour le coup. Et donc voilà, c'est un peu. Après, on peut faire le jeu inverse. Contre qui ils ont gagné? Ils ont gagné contre Chicago. Ouais, ok. Ils ont gagné contre Indiana. Bon, ok. Contre Toronto, ils ont gagné le 31 décembre. Ouais, ok. Minnesota, ok. Vrai gros match, c'est bien. Houston, j'essaie de vérifier, mais est-ce qu'il y avait tout le monde contre Houston ou pas le 3? Non, il n'y avait pas Amen Thompson. Oui, mais est-ce qu'il y avait genre Sengun et tout ça là, ils étaient Il y avait Sengun, mais en gros, ils ont réussi à arrêter Sengun en mettant Cornet dessus. Ils ont fait le match de la double big line-up, en gros, et ça a bien fonctionné. Mais au début, Sengun, il a ouvert un peu Porzingis, et du coup, c'est Cornet qui est venu un peu à la rescousse. Et c'est un match qui a été gagné dans le jeu du roamer un peu, et pas mal au rebond offensif aussi. Bon, on peut quand même leur accorder bonne victoire. Comme Minnesota, deuxième bonne victoire Houston. Après, ils ont gagné contre Denver, mais c'était sans Jokic. Voilà. Ils ont gagné contre les Pelicans. Waouh, impressionnant. Ils ont gagné contre. Fait perdre ce match. Hein. Ah oui. Ah oui, 120-119. Oui, t'as raison. Effectivement. Ils ont gagné contre Orlando dernièrement là, donc en shootant plus de 40% à 3 points et il y avait personne. Et Orlando, il y avait personne, il y avait même pas Paolo et tout ça. Si, il y avait Banchero. Ouais, mais bon, Orlando en ce moment c'est un peu la cata. Ouais. Et puis ils ont gagné donc contre les Warriors, pas bon et sans Draymond Green, voilà. Ouais. Et ils ont gagné en overtime contre les Clippers de Kobe Bryant. Donc voilà. Donc c'est vrai que tu vois quand on fait un peu le bilan, je sais pas qu'est-ce qui fait le plus peur entre contre qui ils ont perdu ou contre qui ils ont gagné en fait. Tu vois, on n'est pas sur une grande période. Alors il y a eu le début janvier là, Minnesota, Houston, OKC. Ok, des gros matchs totalement honorables. Mais c'est vrai qu'entre avant et après ça, c'est un peu, on n'est pas sur un grand mois quoi. Non, mais on n'est pas sur une grande saison. À part la victoire contre les Cavs, en vrai, je pense qu'il n'y a pas des matchs qui sont vraiment mémorables. Hein. Si le match à Washington... non, je déconne. Et niveau calendrier restant, est-ce que tu as une idée de à quel point Boston se situe, où est-ce qu'il se situe? En strange of schedules, là, à quel point ça va être difficile le reste. Bah, tu vois, la période où moi je vais aller à Boston, ça va être intéressant, je pense. C'est vrai. Alors, je sais pas encore quel match je vais couvrir. Normalement, j'en couvre 5 sur 7 pour le Celtics blog et du coup, je vais voir si je me prends des places pour les 2 autres que je peux pas couvrir.
Mais ça va être une partie assez intéressante, je pense, du calendrier. Et ensuite, là, tu vois, sur la fin du mois, du coup, ils jouent contre Dallas, Houston et Chicago. Et ensuite, ils repartent sur un petit road trip avec New Orleans, Philadelphie et Cleveland. T'as encore pas mal de matchs contre New York. T'as encore plusieurs matchs contre Cleveland. T'as les 2 matchs contre Phoenix. Tu dois rejouer à Memphis aussi. Ouais, ils ont pas un calendrier qui est hyper favorable. Et puis, ils auront pas du tout le first seed. Donc, ça veut dire que déjà, ils ont perdu l'avantage du terrain pour la finale de conférence si jamais ils y mettent les pieds, quoi. Oui, donc plutôt... Et en finale aussi. Plutôt une bonne musculature d'agenda restante donc pour ces Boston Celtics. Ok, voilà pour notre petit point tactico-technique, c'est comme ça qu'on dit à la Deschamps, sur les Boston Celtics. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour cette avant-première de l'hebdo. C'est vrai que voilà, c'est un truc que je faisais déjà l'an dernier. Déjà sur la saison 1 de l'hebdo, on faisait ça. C'est-à-dire que parfois, quand on a un petit focus assez intéressant de 20, 25, 30 minutes où on se laisse parler, je le sors un jour avant. Ça fait un espèce de mini-épisode du dimanche. Ça permet un peu d'alléger l'hebdo du lundi. Qui aura donc un peu moins de matchs de la semaine, sauf si j'arrive à enregistrer 2-3 trucs là sur notamment la défaite des Cavs à Houston, on verra ça. Mais bref, donc très simplement, j'espère que ça vous aura plu ce mini format court. Et donc on se retrouve demain pour l'hebdo, pour tout le reste de l'hebdo du lundi, comme tous les lundis matins. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab et à demain. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.